Bonjour à tous, merci de me retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, je reçois Aurélien Bael. Aurélien est directeur R&D en machine learning chez Upskills. Nous allons discuter ensemble de son poste, de ses missions et de ses responsabilités. Nous allons parler de son parcours, de comment il est arrivé à ce poste, et une fois à ce poste, comment il a monté une équipe data from scratch et comment il la gère aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette interview. J'ai appris beaucoup de choses sur le poste de directeur R&D en machine learning et j'espère que vous allez apprendre aussi énormément de choses. De toute façon, c'est le but. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime et de partager la vidéo le plus largement possible. Sans plus de transition, voici ma conversation avec Aurélien. Donc, bonjour Aurélien, bienvenue et merci d'avoir accepté cette interview. Nous sommes ici pour parler de ton métier, directeur R&D. Donc avant de commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Eh bien, bonjour Morgane. Donc moi, c'est Aurélien Baeld, en fait. Donc je suis aujourd'hui directeur de la R&D, donc recherche et développement chez Upskills, qui est une société de conseil qui est basée à Singapour. Mais en fait, moi, je suis basé en France. Donc je m'occupe de toute la partie R&D d'Upskills. Et j'ai aussi ensuite d'autres activités qui ne sont pas les activités salariées, mais plutôt en tant que formateur, en fait, sur des sujets de type soft skills pour des personnels de recherche, donc gestion du temps, créativité, etc., pour des chercheurs ou des étudiants en thèse, etc. Ok. Et du coup, c'est quoi après ton background? Alors en fait, mon background, c'est assez classique en fait en France, sauf que moi finalement j'ai été en classe préparatoire. Après, j'ai intégré l'ESPCI, donc c'est l'école supérieure de physique et de chimie industrielle, où en fait globalement là-bas j'ai plutôt fait de la physique, ce qui était ce qui m'intéressait le plus à l'époque. Et après l'ESPCI, en fait, c'est une formation qui est assez large et moi j'avais beaucoup d'appétence pour les mathématiques et la physique. Donc j'ai fait un doctorat, donc à l'époque en acoustique donc c'était un doctorat CIFRE en fait, donc avec une entreprise, donc c'était avec la société Safran qui fait des réacteurs d'avion et un laboratoire qui s'appelle l'Institut Langevin. Donc, je pourrais en parler un petit peu plus après de cette thèse, si tu veux. Et donc là, j'étais plutôt sur un parcours classique. Après, j'ai un peu divergé parce que j'ai fait en fait un MBA, donc Master in Business Administration, juste après le doctorat, donc dans une école qui s'appelle le Collège d'ingénieurs, qui est à Paris. Là, ça m'a permis en fait d'étudier des choses complètement différentes, hein. En fait, le management, la finance, la stratégie et le marketing et beaucoup de choses managériales qui étaient en fait très intéressantes et qui m'ont permis de m'ouvrir sur d'autres choses que la science pure et dure. Et après, finalement, avoir fait ce triptyque ingénieur, docteur et puis MBA, bah, je me suis orienté vers des fonctions, on va dire, de management, mais dans un contexte de recherche et développement, donc maintenant chez Upskills. Du coup, est-ce que tu penses que tu aurais pu arriver à ce poste sans avoir fait une thèse? Et quelle expérience ça t'a apporté? Est-ce que c'était facile de valoriser cette thèse en entreprise en fait? Alors, c'est une bonne question. Donc, en fait, déjà, il faut voir que j'avais fait une thèse CIFRE, donc c'était vraiment plutôt orienté en entreprise et vu comme une expérience professionnelle au sein de Safran. Donc, forcément, la thèse CIFRE est un peu plus facile à valoriser que les thèses on va dire, académiques. Ce n'est pas vraiment le bon terme, on va dire académique. En fait, pour répondre à cette question, c'est un peu oui et non. C'est-à-dire qu'une thèse, ça se valorise bien si on va en fait sur des postes de recherche et développement, c'est assez direct. Ensuite, c'est assez entreprise dépendant. Parce qu'en fonction des différentes entreprises, la reconnaissance peut être assez différente. Dans des grands groupes type Total, Safran, Thales, la thèse est très très bien vue parce que ce sont des entreprises qui ont soit des centres de recherche qui sont très poussés, soit qui ont en fait des besoins en innovation qui sont assez forts. Maintenant, il y a aussi beaucoup de startups qui aiment bien prendre des docteurs parce que c'est gage de capacité à résoudre des problèmes complexes et à naviguer dans l'incertitude. Mais par contre, par exemple, une thèse serait très difficile à valoriser dans une entreprise qui ne souhaite pas innover parce que c'est le cœur de la compétence des docteurs. À voir aussi qu'on peut valoriser une thèse sur d'autres types de postes, hein. Il y a des anciens docteurs qui font du commercial, par exemple, de la gestion de projet, de la gestion de l'innovation. Donc ça, c'est assez large. Donc, je dirais que dans mon cas, c'était nécessaire parce qu'il s'agissait de gérer vraiment une structure de R&D. Donc, ne pas avoir de thèse était un handicap et c'était d'ailleurs obligatoire sur l'annonce. Et il y a un autre point aussi à voir, c'est que la valorisation dépend du pays dans lequel on est, parce qu'en France, le doctorat a été un peu sous-valorisé historiquement, notamment à cause de la compétition avec les écoles d'ingénieurs. Mais on voit que c'est quelque chose qui est en train de changer, donc c'est plutôt bien. Et ensuite, si on s'intéresse encore plus au machine learning, à la data science, là, le doctorat est quand même plutôt apprécié. Donc, on voit que dans mon cas, finalement, avoir un doctorat
qui n'était pas forcément d'ailleurs à l'époque un doctorat en machine learning, mais ensuite aller faire de la R&D en machine learning, ça faisait que c'était un bon mélange pour très bien valoriser le doctorat. Peut-être aussi, dernier point, le MBA a aussi aidé pour avoir accès à une fonction managériale assez rapidement, même dans un contexte de recherche et développement. J'ai une question que je me pose par rapport à ça, du coup. Après une thèse pour avoir pour avoir, du coup, managé, pareil, une équipe, etc. euh, Est-ce que le MBA, pareil, c'est quelque chose qui est conseillé ou c'est quelque chose que vraiment, c'est juste un plus pour ces compétences-là? Alors, c'est assez difficile de répondre. Déjà, la combinaison doctorat et MBA est quand même assez rare. Et notamment, les gens font des MBA nettement plus tard. Moi, je l'ai fait après ma thèse parce qu'il y avait l'opportunité, mais les gens font des MBA plus tard d'habitude. Donc, dans mon cas, le MBA était vraiment un plus, je pense, aussi pour justifier le fait que j'ai des choses à mettre sur la table en entretien en termes de management, malgré le fait que je sois sorti de ma thèse et que j'avais un ou 2 ans d'expérience post-thèse. Donc le MBA a joué, mais n'était pas, je pense, indispensable parce que quelqu'un de plus âgé avec de l'expérience managériale aurait pu aussi tout à fait prétendre au poste. Mais par contre, là, pour le coup, la thèse était vraiment indispensable pour rejoindre l'équipe. Par rapport à tes expériences professionnelles, on a vu que tu as pu travailler du coup dans l'acoustique, l'assurance, aujourd'hui dans la banque et le natural language processing. C'est des changements qui sont assez radicaux de domaine. Est-ce que c'est assez facile dans tout ce qui est machine learning, data science, de changer d'application? Alors, en fait, il y a deux questions dans ta question, si je comprends bien. Il y a changer de manière générale et changer dans le machine learning. Alors, en fait, changer de manière générale, ça n'est pas forcément facile, mais il y a toujours un truc derrière. En fait, au début, quand j'avais fait mes stages, j'avais à chaque fois fait dans des sujets différents. Thales, j'avais fait des ondes. Total, j'avais travaillé sur de la simulation en microfluidique. Et après, dans ma thèse, j'ai refait des ondes, mais acoustiques, donc c'est quand même assez différent. Mais j'étais toujours resté dans un domaine, on va dire, plutôt orienté maths, physique, computer science. Donc à chaque fois, il y a ces trois domaines qui sont derrière. Ensuite, dans l'assurance, c'était un peu particulier parce que là, je valorisais mes compétences de MBA. Donc là, c'était un changement qui était radical, mais qui était voulu parce que le MBA était de toute façon un changement radical par rapport à la thèse. Et en fait, ce que j'ai fait après le MBA, c'est que j'ai rejoint une startup en fait qui est à Lille, qui s'appelle Wavely. Et c'était très bien parce que là, je faisais de l'acoustique dans un contexte de machine learning. Et ayant eu en fait une formation aussi en machine learning académique, la transition était en fait assez douce parce que je mariais les deux. Et ensuite, je suis passé plutôt complètement machine learning en rajoutant l'aspect finance, mais l'aspect finance, je l'avais déjà vu chez Partneret aussi. Donc en fait, les changements, même si sur le papier ça a l'air radical, à chaque fois il y avait tout de même des liens et j'ai jamais vraiment fait un changement qui était total. Ensuite, à l'intérieur du machine learning, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses, traitement d'image, NLP, etc. Dans le milieu financier, il y a quand même une grosse partie NLP, donc ça, c'est vrai que j'ai dû apprendre. Mais finalement, le fait d'avoir fait une thèse, et pas forcément une thèse, même les ingénieurs finalement le font assez bien, mais ça me donne des bonnes capacités d'apprentissage. Donc finalement, c'était assez simple, hein. J'ai acheté des bouquins, j'ai lu, je me suis formé, donc ça a permis d'avancer vite. Et après, sur un poste managérial, le but n'est pas forcément d'avoir une expertise très profonde sur le sujet. Enfin, il faut qu'elle existe, mais elle n'a pas besoin d'être aussi forte. J'attendrai de mon équipe qu'ils soient beaucoup plus experts que moi. Mais l'idée, c'est surtout d'être capable de gérer les projets et de faire advenir du résultat, que ce soit en NLP ou en traitement d'image ou dans d'autres domaines. Maintenant qu'on a pu passer sur ton parcours, on peut passer maintenant sur l'entreprise où tu es actuellement, du coup Upskills. Est-ce que tu peux nous la présenter? Oui, bien sûr. Alors, Upskill, c'est une société qui est à Singapour, qui a été créée il y a une dizaine d'années par un Français. Et en fait, ce que fait Upskills, c'est de l'assistance en fait à maîtrise d'ouvrage de logiciels financiers, donc typiquement Murex. Donc, comment installer des logiciels comme Murex et faire migrer ces logiciels-là dans les banques d'investissement. On pourrait dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec le machine learning, et c'est tout à fait vrai. Sauf qu'en fait, ensuite, le patron d'Upskills a monté un deuxième business qui est plutôt du conseil en machine learning à destination des banques, et surtout des banques d'investissement. Et à cela, en fait, au-delà du conseil, on a maintenant aussi une approche de création de produits à base de machine learning pour justement automatiser les processus et, on va dire, aider les clients que sont les banques d'investissement à se digitaliser à travers le machine learning, la data science et l'IA de manière générale. Donc moi, je travaille dans cette partie-là d'Upskills qui est celle D'accord. orientée machine learning. Et du coup, dans quelle équipe travailles-tu dans cette branche? Alors en fait, dans cette branche, on a la partie donc conseil et produits machine learning et moi donc je gère la partie R&D.
Sachant que qu'est-ce qu'on va mettre en face de la partie R&D? On a la partie plutôt orientée client, plutôt conseil, de gens qui sont là vraiment, qui sont plus liés, on va dire, aux revenus de cette équipe-là. Mais nous, on est globalement divisé en fait en trois pôles, hein. C'est assez simple. Il y a un pôle conseil et un pôle produit. Et le pôle produit, c'est vraiment l'idée, c'est de capitaliser sur ce qu'on fait en conseil et sur notre connaissance du marché. Et le pôle R&D que je gère. Et du coup, c'est quoi l'objectif global du coup de R&D? C'est de créer de nouveaux outils pour que l'équipe produit puisse capitaliser sur ce que vous créez, c'est ça? Alors oui, on pourrait même se demander finalement pourquoi avoir une équipe de R&D parce que dans des startups, par exemple, on n'aurait pas forcément formalisé la R&D d'une manière aussi stricte et la R&D ferait partie du process de création de produits. En fait, nous, l'idée, ça a été, il y a plusieurs aspects, c'est-à-dire que la R&D est localisée en France et la partie produit et conseil est localisée à Singapour parce qu'en fait, les clients sont plutôt à Singapour. Mais la R&D, en fait, c'est assez intéressant de la faire en France parce que déjà, il y a pas mal de personnes à recruter qui sont très bien formées. Il y a pas mal d'aide à l'innovation, etc. Donc, c'est un bon endroit pour faire de la R&D. Et ensuite, maintenant qu'on a dit pourquoi on l'a mis en France, à quoi ça sert la R&D dans ce contexte de produit conseil? En fait, quand je réfléchis, je vois trois choses. La première, c'est de mettre des barrières technologiques pour nos concurrents. C'est avoir des choses que nos concurrents n'arrivent pas à avoir en étant capable de passer le temps qu'il faut en recherche et développement pour développer ces technos-là. Ensuite, c'est d'ouvrir le champ des possibles pour les équipes conseil et produits. C'est-à-dire que si, par exemple, l'équipe conseil trouvait un projet qui est un peu trop difficile à faire avec les consultants, nous, on peut préparer le terrain en allant justement prendre des risques sur un certain nombre d'approches et leur dire, OK, ça c'est intéressant, vous pouvez y aller, on est relativement confiant sur le fait que vous y arriverez. Et le troisième, on va dire le troisième mandat de l'équipe, c'est pousser des idées nouvelles et pousser des innovations aux équipes conseil et produits, mais même finalement aux autres équipes d'upskills en leur expliquant que vous savez, avec du machine learning, vous pouvez automatiser un certain nombre de choses, vous pouvez être beaucoup plus efficace. Et donc créer des synergies avec l'ensemble d'upskills et pas uniquement l'équipe de machine learning. Ok. Et j'ai une question aussi, le fait du coup de travailler en France et puis à Singapour, est-ce que c'est pas trop compliqué d'avoir comment dire, cette passerelle de cultures différentes en fait dans le travail de mélanger du coup différentes cultures? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a des problèmes? Alors c'est un bon point. Alors, sachant que chez Upskills, on a plus de 20 nationalités, sachant que dans l'équipe de R&D, on a déjà 3 nationalités. L'équipe de machine learning, je pense qu'on avait compté en général la division machine learning, on était à une dizaine de nationalités. Donc il y a effectivement l'interculturalité France-Singapour. Mais en fait, il y a aussi une interculturalité beaucoup plus forte en interne. Donc c'est pas forcément évident de répondre à tes questions. C'est ni difficile ni facile. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gaps culturels qu'il faut comprendre. Et c'est vrai que j'avais eu des cours en MBA de management interculturel. Mais c'est vrai que le vivre change un petit peu par rapport aux cours théoriques. Donc il y a eu pas mal de choses, des choses assez marrantes, mais c'est vrai qu'il y a certains stéréotypes qui peuvent effectivement se rencontrer en pratique, notamment dans la manière de travailler entre des Européens et des personnes asiatiques. Mais par contre, en fait, je trouve que finalement, si on est relativement ouvert d'esprit, on arrive à bien comprendre finalement la manière dont fonctionnent les personnes en face. Puis c'est important aussi pour les managers de pouvoir s'adapter à ça. Donc, je dirais que c'est un apprentissage. Plutôt qu'être facile ou difficile, c'est un apprentissage qu'il faut faire. Mais il n'y a vraiment pas de raison que ça se passe mal pourvu qu'à un moment, tout le monde soit ouvert d'esprit et ait envie de travailler ensemble. Ok. Et du coup, dans cette équipe qu'on vient de parler, de ce que tu m'as raconté, c'est toi qui as monté l'équipe. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Comment on fait pour créer une équipe de data science en R&D from scratch finalement? Alors, oui, alors ça, c'est une question qu'on me pose assez souvent, en fait. Donc, c'est assez intéressant. Donc, comment j'ai monté l'équipe? Donc, déjà, j'étais pas tout seul. Ça, c'est le premier point à savoir. C'est-à-dire que j'ai eu le mandat, finalement, du CEO d'Upskills, c'est de créer l'équipe de R&D. Donc, déjà, j'ai été aidé par une chasseuse de tête qui m'a déjà présélectionné les profils. Donc, avant, il y a eu toute une réflexion sur quel type de profil on voulait. Nous, c'était assez clair. On voulait des profils très orientés recherche. Pas forcément des personnes qui avaient envie de faire du conseil, ce genre de choses. Donc, vraiment des chercheurs. D'où le fait que l'on ait pris des personnes qui avaient des doctorats, qui avaient des doctorats et des post-docs, et qu'on a fait venir dans le privé après pour bénéficier de leur expertise en recherche. Ensuite, ces personnes-là n'avaient pas forcément des expériences très importantes en machine learning. Elles avaient souvent, par exemple, pas forcément fait une thèse en machine learning. Une personne de mon équipe, lui, avait fait une thèse en télécommunication, mais il a fait, par exemple, un post-doc en machine learning
appliquées aux télécommunications. Donc en fait, un peu comme ce que je t'avais raconté juste avant, c'est que moi, j'ai fait de l'acoustique, puis ensuite du machine learning dans l'acoustique. Et donc finalement, ça, c'était assez intéressant parce que on a pu finalement avoir des gens qui avaient des connaissances finalement quand même bonnes en machine learning, mais on n'avait pas besoin d'avoir des experts en deep learning, par exemple, parce qu'on avait des sujets relativement vastes. Donc ça, c'était un premier point pour monter l'équipe, c'était de bien définir le profil qu'on voulait. Et nous, notre profil, c'était des gens avec une appétence machine learning, mais pas forcément une expertise, je sais pas approfondie, parce qu'elle est quand même approfondie, leur expertise, mais elle n'est pas unique, en tout cas, en machine learning. Donc ensuite, donc il y avait l'adéquation des profils. Ensuite, ce qu'on a regardé aussi, qui était très important, c'était l'aspect soft skills, en tout cas compétences comportementales. C'est-à-dire qu'au-delà des compétences techniques, bah, il y a tout ce qui est l'attitude, la curiosité, bah, l'envie de s'investir pour l'entreprise, qui sont des choses sur lesquelles on a fait extrêmement attention dans les recrutements. Et globalement, enfin, c'est un peu ce que j'arrive à me rappeler de la constitution de l'équipe à l'instant. D'accord. Si je devais recommencer aujourd'hui de remonter une équipe de R&D from scratch, c'est quoi les erreurs que tu pourrais éviter, que tu aimerais éviter? Et si tu devais faire différemment, comment tu ferais aujourd'hui? Bah, je ne sais pas si on a vraiment fait beaucoup d'erreurs parce qu'on y a quand même passé du temps et on a fait attention. Donc, je dirais qu'on n'a pas forcément fait beaucoup d'erreurs. Peut-être dans notre process, on pourrait être plus efficace. Par exemple, en data science, ça va très vite, hein. Vous savez, les gens se font chasser assez rapidement. Donc, si on est trop long dans le process, ça peut poser problème. Donc, je pense que ça, c'est une petite erreur d'avoir un process un peu trop traditionnel pour des profils qui, eux, sont habitués à la vitesse. Donc, ça, c'était peut-être une première erreur. Sur la partie recrutement pur, j'aurais beaucoup de mal à te dire, mais je pourrais répondre à cette question peut-être d'une manière plus générale, si tu veux, sur mes erreurs en tant que jeune manager. Ça peut être intéressant aussi, mais par exemple, en tant que jeune manager, une erreur à laquelle moi je pense tout le temps, c'est que en fait, au début, j'étais, je pense, trop gentil. Alors, je dis pas que je suis méchant, hein, mais je dirais que je n'osais pas assez m'opposer aux autres, surtout en ayant embauché des gens qui avaient peut-être une expertise supérieure à la mienne en machine learning. J'ai pas assez osé m'opposer au début. Donc, avec le temps, j'ai aussi appris à prendre la position du manager et à être celui aussi qui tranche à un moment, qui prend la décision, donc qui prend la responsabilité. Et donc, ça, j'ai remarqué que c'est quelque chose qui est apprécié des équipes aussi, la capacité à trancher. Et ça, c'était aussi un problème que j'avais quand j'ai commencé. Et après, peut-être un problème général des docteurs, c'est que des fois, on n'a pas forcément extrêmement confiance en soi quand on commence dans un domaine. Mais finalement, l'expérience a prouvé qu'il n'y avait pas de problème. Donc, peut-être qu'une erreur que j'essaierai de ne pas refaire à l'avenir, c'est de tout de même avoir quand même confiance en moi, même si je fais quelque chose que je ne connais pas, parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ok, ok, bah c'est vachement, je pense que c'est vachement intéressant. Après, c'est aussi c'est difficile de, je pense, c'est des choses faut le vivre pour s'améliorer sur ça, quoi, d'avoir confiance en soi, même quand c'est un peu normal de pas au début de pas avoir confiance en soi sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On tâtonne, etc. Et c'est avec l'expérience qu'on prend plus confiance, qu'on a déjà vu des situations, enfin, qu'on vit des situations qu'on a déjà vues auparavant et qu'on sait euh, comment réagir à telle situation. Donc, je pense que c'est des choses qui viennent avec le temps aussi. Et donc, j'aimerais là qu'on revienne plus sur ton rôle, du coup, de directeur R&D. Comment tu définirais ce métier? Alors, c'est intéressant. Alors, souvent, ce que je dis, c'est que mon rôle, c'est d'obtenir la meilleure performance possible en recherche et développement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire obtenir la meilleure performance possible? Ça va vraiment dépendre du contexte. Donc, moi, je vais te répondre dans un contexte d'une PME. Donc, Upskill, c'est une centaine de personnes. Donc, on va dire que c'est le contexte d'une PME qui innove. Donc, ce n'est pas du tout le contexte d'un grand groupe, par exemple. En fait, nous, c'est vraiment acquérir des technologies qui vont pouvoir être valorisées rapidement et qui seront difficiles à reproduire pour des concurrents. Je vais me dire, vaste programme pour faire ça, mais je dirais que la mission, vraiment le mission statement, c'est ça. Donc ensuite, comment on va traduire ça sous forme de mission? Par exemple, les différentes missions qu'on peut avoir, c'est déjà driver les bonnes directions de recherche, c'est-à-dire où est-ce qu'on va aller chercher, donc quelles questions on va poser. Est-ce qu'on va s'orienter sur plutôt du NLP, du traitement d'image? Comment en fait, comment on va aller trouver des sujets d'intérêt? Parce que finalement, faire du machine learning, en finance, il y a énormément de sujets, mais tous les sujets ne se valent pas. Donc, comment on va sourcer ces projets-là? Donc, c'est comment on va les trouver, les sourcer, et ensuite, comment on va les sélectionner?
Donc là, en fait, c'est pas du tout des compétences de recherche, c'est des compétences quasiment un peu business, on pourrait dire. C'est puis regarder les perspectives de gains qu'on peut avoir sur ces projets-là, regarder comment on va le valoriser, etc., les stratégies de protection intellectuelle, etc. Donc il y a toute cette partie, on va dire, on va pas dire gestion de projet parce que là, on n'a même pas commencé le projet, mais sélection, sourcing et quasiment business plan, on pourrait dire ça comme ça. Ensuite, il y a la gestion opérationnelle au quotidien des projets de recherche, donc ils sont bon, gérés la plupart du temps par les chercheurs, mais moi j'ai au moins un rôle de suivi et de planification, et de s'assurer en fait que les risques ont été identifiés et que tout se passe bien. En fait, je dirais que moins on entend parler de moi, mieux c'est. En fait, c'est qu'il n'y a pas de problème si on n'entend pas parler, si on n'entend pas parler de moi, donc ça c'est très bien, c'est le but recherché. Ensuite, il y a encore des missions qui sont très importantes. Au-delà de la gestion opérationnelle, c'est le recrutement. C'est s'assurer qu'on aura les bonnes personnes au bon moment pour réussir à mener ces projets à bien. Et au-delà du recrutement, bah, c'est la gestion des personnes qui sont là. Autant bah, voilà, le fait qu'elles se sentent bien au travail, le fait de continuer à leur permettre de se former, parce qu'en data science, c'est particulièrement important de se former vu la vitesse à laquelle va le domaine, et assurer enfin, la montée en compétence de l'équipe. Ensuite, il y a quelques missions un peu hors cadre, on va dire purement directeur R&D, mais qui, dans le cadre d'une PME, forcément arrive. Il y a une partie un peu business développement, c'est-à-dire que les projets, on peut les trouver en interne, mais aussi en externe. Partie RH administrative, donc ça, c'est c'est peut-être le moins amusant, mais bon, il faut le faire et il y a un gros intérêt à le faire. Et aussi, moi, j'ai tendance parfois à faire des petites incursions sur la partie développement produit, parce que finalement, il faut bien sûr organiser, une fois qu'on a réussi un certain nombre de projets de recherche, comment on organise la passation entre l'algorithme et le principe, ou en tout cas les architectures qu'on a trouvées, et leur mise en application dans un produit ou dans un projet de conseil où là, on ne peut pas, disons, juste leur envoyer le code et leur dire débrouillez-vous. Donc, il y a toute une étape d'accompagnement pour pouvoir en fait valoriser nos résultats de recherche. Après, on est dans une PME, donc tout ça, ce que je dis, c'est très flexible et bah, une approche qui est en fait assez entrepreneuriale, en fait, parce que au début, comme tu dis, bah, on a tout monté from scratch, donc bah, on en est presque à choisir la couleur de la moquette, tu vois, par exemple. Donc, il faut bien sûr faire ça, il faut faire ça au début. Donc voilà, c'est assez entrepreneurial comme approche du fait qu'on est dans une PME. Ok. Du coup, ça c'est quand même c'est beaucoup de rôles fonctionnels et ça te manque pas. Est-ce que ça te manque un peu de mettre la main par exemple, dans le code, dans les maths, les choses comme ça, les choses que finalement on a passé énormément dans un cursus comme ça à travailler et à apprendre. C'est à un moment donné, ça nous intéressait cette partie-là cette partie-là de la science finalement. Est-ce que ça te manque pas un peu parfois du coup de se dire ok là il y a un truc qui m'intéresse, je vais mettre je sais pas quelques heures ou quelques jours sur ça. J'ai envie de chercher, trouver des solutions, des réponses. Alors, tu as raison, enfin, bon, bien sûr, ça manque. Ça manque. C'est vrai que, donc, dans mon cas, c'est vrai que j'ai eu un rôle qui est très fonctionnel et on pourrait même dire très managérial parce que je ne suis pas expert en finance, donc je n'ai pas une expertise fonctionnelle finance très forte, mais en tout cas très managériale. Après, il m'arrive de coder quand même. Alors, je le fais pour plusieurs raisons. Je code déjà pour m'entretenir. Parce que je ne voudrais pas non plus perdre trop de niveau en code parce que c'est toujours sympa. Ensuite, je code aussi de temps en temps parce que si j'ai des petites idées, j'ai envie de faire les tests moi-même et c'est plus rapide en fait parfois de tester soi-même que de coder. Ou alors je peux coder ensuite pour une troisième raison qui aussi va contribuer sur un projet qui est en cours où je me dis ah mais il faudrait faire ça. Donc là, je fais mon petit bout de code, je fais ma pull request et globalement je contribue sur les projets. Mais c'est vrai que je ne veux pas être sur le chemin critique des projets en termes de codage. Faut surtout pas que quelqu'un dépende de moi parce que ça, ce serait généralement, ça n'avancerait plus si on, si on dépendait de moi sur le code. Donc, effectivement, donc je dirais, j'ai pas totalement abandonné le code. Après, il y a tout un débat sur est-ce que les CTO doivent coder, etc. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de où on est. Je pense effectivement, si la structure était plus grosse, j'aurais effectivement plus de mal à coder encore. Mais bon, ça fait partie du job et je le savais aussi en le prenant qu'il y aurait un rôle managérial plus important. Mais globalement, c'est voilà, c'est assez normal et puis rien n'empêcherait peut-être plus tard de retravailler sur des choses plus techniques aussi, hein, parce qu'on a toujours l'approche un peu à l'ancienne de bah, tu fais la technique, après tu fais la gestion de projet, du management, etc. Moi, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, en fait, on peut quand même faire des allers-retours beaucoup plus facilement entre des postes très techniques et des postes managériaux. Et puis, en fait, il y a pas mal même je pense, qu'il y a une entreprise par exemple, qui s'appelle Alan, en fait, qui est une mutuelle 100% digitale, où en fait, eux offrent des parcours de carrière qui valorisent aussi très bien l'expertise technique, où on peut penser aux grands groupes. C'était assez typique chez Safran et Thales, où on a la filière management, mais aussi la filière expertise. Et pouvoir suivre la filière expertise,
Donc, on n'a pas de responsabilité de management d'équipe très, très large, mais par contre, on a plutôt des responsabilités de participation à des programmes, de valorisation, etc. Donc, on peut tout à fait en fait faire des carrières intéressantes dans l'expertise aussi. Euh, donc voilà. Ok. Du coup, il y a quand même beaucoup de choses. Je sais pas si cette question avait été évidente, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut ressembler à une journée type pour toi? C'est intéressant. Alors, je peux pas te donner une journée type parce que ce serait un peu dur, mais je peux donner un peu la semaine type ou les grandes choses qui se passent. Donc, en fait, déjà, premier truc du manager, bah, il y a parler à des gens. Ça, c'est une des premières responsabilités. Donc, comment on parle aux gens? En fait, souvent, on fait des one-to-one. Donc, voilà, je parle assez régulièrement à tous les membres de mon équipe pour savoir ce qui se passe, prendre la température, détecter au plus rapidement possible les problèmes, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment pour l'entretien de la relation personnelle et ça, c'est très important. Ensuite, il y a les réunions d'équipe, les réunions de projet, etc. Et ça se fait dans trois directions. Ça se fait avec les chercheurs qui travaillent avec moi, avec les autres managers et avec les personnes à qui je reporte. Donc en fait, ça fait déjà pas mal de temps. Donc en fait, la partie un peu communication et faire que les engrenages soient bien huilés. Ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, ce qui prend déjà un volume horaire qui n'est pas du tout petit, il y a le suivi de projet. Comme je disais tout à l'heure, la partie gestion opérationnelle, c'est-à-dire est-ce que le projet, on est dans les clous, est-ce qu'il y a des problèmes, etc. Moi, généralement, pour te dire sur la partie suivi de projet, je ne veux connaître que les problèmes. Alors, c'est le rôle qui n'est pas le plus drôle, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les problèmes. C'est ce qui va bien, c'est très bien, mais je n'y accorde peut-être pas beaucoup d'attention. Moi, je veux surtout savoir s'il y a des problèmes. Ensuite, dans une journée type, tu pourrais considérer que sur une semaine, il y a quand même plusieurs heures qui sont dédiées aux entretiens, recrutement, etc. Que ce soit pour des profils permanents, des stagiaires, pour des personnes qui seraient à Singapour aussi, parce que je participe au recrutement en France et à Singapour. Pour te donner un volume horaire, en 2020, j'avais calculé, j'avais fait à peu près une trentaine d'entretiens. C'est-à-dire que j'avais fait des entretiens pour 30 candidats. Donc ça en fait bon, un petit peu plus de deux par mois en fait. Mhm. Donc, ça n'a pas l'air, mais tu as la partie préparation, entretien, puis retour, etc. Donc, surtout qu'on a une approche assez objective du recrutement. Donc, ça prend un certain temps à faire. Et ensuite, pour rebondir sur ta question aussi sur le codage, c'est qu'au-delà du codage, il y a se tenir au courant de l'actualité. Pour nous, c'est les actualités en data science, mais aussi les actualités en recherche. Donc, les papiers qui sont sortis, les différentes confs, etc. Donc, ça prend un temps qui est assez important et simplement aussi parce que ça bouge très, très vite en machine learning. Donc, être à l'état de l'art, je ne suis pas sûr qu'on peut vraiment y arriver vu le nombre de projets qu'on a, mais en tout cas, savoir ce qui se passe à un instant T et pas avoir 2 ans de retard, déjà simplement ça est un objectif qui nécessite d'y passer probablement, franchement, entre 5 et 10 heures par semaine pour le faire correctement. Donc ça, c'est vraiment les différentes activités qui rythment la semaine. Du coup, par rapport à ça, pour rester du coup à jour, vu qu'il y a pas mal de choses en recherche et développement, est-ce qu'il y a des contributions au niveau plutôt académique? Parce que il y a même certains, du coup, ça existe aussi d'entreprises qui contribuent aussi pas mal au milieu académique. Est-ce que c'est un objectif, des choses que vous faites déjà dans votre équipe? Alors oui, en fait, donc ça fait partie des objectifs dans le sens où on n'a pas forcément mis de limite sur la capacité à publier. Donc il n'y a pas longtemps, on a fait un article de conf justement en machine learning sur un sujet en génération de données et apprentissage non supervisé. Donc en fait, ce qu'on a fait justement pour ne pas livrer entre guillemets les secrets, parce que nous, on aurait plutôt une tendance au brevet en fait. On aurait plutôt tendance à breveter qu'à publier. Donc si c'est publié, c'est que généralement, ce n'est pas l'algorithme cœur, mais c'est des choses satellites qu'on avait fait autour et qu'on n'a pas envie de breveter et qu'on estime intéressantes à valoriser. Donc, ça, on le publie. Donc, ensuite, en termes de temps investi, c'est sûr qu'on préfère les articles de conf parce que ça va beaucoup plus vite. Parce que si on commence à écrire des articles peer-reviewés, donc c'est possible, mais vu le nombre de projets qu'on a, en fait, ce serait pas optimal de passer beaucoup de temps à faire ça. Par contre, ensuite, il y a un temps plutôt orienté brevet aussi pour quand même protéger ce que nous, on estimait être très important. Donc ça, c'est les différents types de publications. Et après, il y a d'autres types de publications qu'on imagine qui sont sympas aussi, plus faciles. C'est plutôt des white papers, par exemple, sur un sujet. Donc les white papers, c'est intéressant parce que ça démontre l'expertise, mais c'est un autre avantage, c'est que tu peux t'en servir pour faire du business développement aussi vu que c'est un peu une marque. C'est un contenu que tu crées et
qui finalement participent à ta marque en tant qu'entreprise et ta marque employeur. Je sais pas si tout le monde qui nous écoute peut-être est au courant de ce que c'est un white paper. Est-ce que tu pourrais juste résumer rapidement ce que c'est? Ouais, white paper, en fait, la traduction française, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, c'est papier blanc, donc c'était pas très compliqué. Et en fait, un white paper, faut imaginer, souvent les white papers, c'est un PDF que tu télécharges, et il y a peut-être une dizaine de pages maximum qui, vraiment, te brosse un état de l'art sur un sujet particulier d'une manière très vulgarisée. Et généralement, ce que tu fais, c'est que dans le white paper, à la fin, tu mets un petit truc, vous savez, nous avons une expertise sur ce sujet, donc contactez-nous. Donc, Ouais, tu vois, le white paper, c'est pas vraiment une publication de recherche, mais quand même, tu mets dans le white paper des choses qui sont intéressantes et qui finalement apprennent des choses à tes potentiels lecteurs, mais qui sert aussi à finalement démontrer ton expertise et trouver du business après. Donc, ouais, c'est un peu de l'inbound marketing. On laisse du contenu pour qui intéresse les gens, pour qu'ils reviennent vers toi s'ils ont des problématiques sur ce thème-là, quoi. c'est ça, c'est un peu comme un blog un peu surchargé parce que c'est plus complexe qu'un format billet de blog, mais on n'est pas du tout sur une publication peer-reviewée, scientifique, etc. Notamment, dans une publication, on devrait démontrer qu'on fait quelque chose de plus que l'état de l'art pour que ce soit de la recherche. Là, dans un white paper, on va rester à l'état de l'art, expliquer voilà l'état de l'art et voilà ce qu'on pourrait faire avec vous basé sur cet état de l'art. Ouais, un article de review finalement. Parce que ça existe aussi finalement. L'état de l'art n'est pas forcément obligé de. Dans les papiers de recherche, on ajoute quelque chose, mais il y a aussi des papiers de review qui font un point sur l'état de l'art à un instant T pour qu'une personne qui rentre dans le domaine ait juste à prendre ce papier pour avoir un petit peu un benchmark, un peu une vue globale de ce qui se passe, ce qui s'est passé pendant les dernières années et ce qui se passe aujourd'hui à l'instant T, quoi. Oui, bah, tout à fait. Enfin, le white paper, on pourrait voir ça comme l'article de review, mais orienté business. C'est C'est ça, l'article ok. de review orienté recherche. Mais ouais, un bon parallèle, effectivement. Et du coup, donc, on voit qu'il y a pas mal de productions scientifiques, de choses sur pas mal de projets. C'est-à-dire, quand on parle de plusieurs projets, c'est-à-dire combien de projets en parallèle tu peux mener? Alors, ça, il y a une certaine limitation personnelle à un moment. Moi, j'ai remarqué qu'au plus de 4, ça devient quand même compliqué si on a envie de s'impliquer. Donc, moi, j'essaye généralement de ne pas aller au-delà de 4. Après, on est quand même une petite équipe, hein. Donc, on est 3 permanents. On a souvent 2 stagiaires avec nous. Donc, ça fait que donc, on est 4 permanents. Donc, on est 6, on va dire, en moyenne. On est déjà monté à beaucoup plus, parfois, notamment au début de la crise du corona pour d'autres raisons organisationnelles. Mais donc finalement aussi c'est une belle équipe, mais on doit quand même être très focalisé sur les projets parce que le but c'est de les finir et d'avoir fait quelque chose de on va dire d'impactant et d'intéressant. Donc alors, je suppose que si tu me poses la question du nombre de projets, tu veux peut-être savoir quels sont ces projets, avoir Oui, quelques informations. s'il y en a un, s'il y en a un que tu auras envie de détailler pour montrer un peu quel genre de projet on peut mener, du coup qu'on peut manager en tant que directeur R&D, mais aussi qu'on peut mettre en place sur des technologies, des machine learning appliquées du coup à la finance avec des technologies de NLP ou d'autres, quoi. Oui, bah, genre, j'en avais listé 3 en fait, donc je vais t'en parler un petit peu. Donc en fait, celui sur lequel on travaille actuellement, qui est un projet de recherche en fait qu'on a démarré au mois de juillet et qu'en fait qu'on a transformé en produit le mois dernier. Donc en fait, tu vois que ça a été très vite parce qu'en 6 mois, on est passé de rien à quasiment un produit donc qui n'est pas fini mais qui est fonctionnel. En fait, l'idée, c'est de faire de l'extraction d'informations dans des documents financiers qui sont semi-structurés. Donc, je te donne un parallèle. Imaginons que tu as une facture, tu veux extraire les informations dans une facture, donc qui est l'émetteur de la facture, les prix, les différents objets, etc. Aujourd'hui, tu peux aller sur un fournisseur de cloud de type Amazon, etc. Et ils vont te proposer, Amazon, je crois que c'est Textract, par exemple, tu leur mets ton PDF, ils vont te sortir les informations directement. En fait, l'idée, c'est d'avoir un système qui fait ça, mais pour des documents financiers beaucoup plus complexes. Donc là, ça te demande des algorithmes qui sont un peu différents et une connaissance métier aussi qui est beaucoup plus approfondie dans le domaine financier. Donc ça, en fait, c'est un mix de traitement d'image et de NLP. Donc sur celui-là, je ne pourrais pas forcément aller beaucoup plus loin dans la description, mais globalement, le parallèle avec la facture est assez parlant parce qu'on fait vraiment ça en plus compliqué, en fait. D'accord. C'est l'idée. Donc tu peux imaginer que là-dedans, il y a des algorithmes très connus de deep learning, ce genre de choses. Donc voilà, je m'arrête là pour pas trop dire, parce que je pense que je n'ai pas vraiment la possibilité de donner beaucoup plus de détails dessus. Ensuite, un autre projet qui est assez différent, qui est pur NLP, et là, celui-là, je trouve vraiment intéressant. Enfin, l'autre aussi est très intéressant, mais celui que je vais te présenter, il est assez marrant. En fait, l'idée, c'est, en fait, dans les banques,
comment expliquer ça? Dans le cycle de vie d'une transaction, en fait, dans une banque, il faut savoir qu'il y a des choses qui passent à travers des logiciels qui sont en fait qu'on appelle STP, Straight Through Processing. Donc en fait, tout est automatisé, mais il y a une partie des process qui sont faits manuellement. Spécifiquement, notamment en Asie, parce que la main-d'œuvre est beaucoup moins chère en Asie. Donc les banques ont beaucoup plus de facilité à recourir à des êtres humains plutôt qu'à des machines pour faire ce travail-là. Et donc, il y a un certain nombre de process qui sont en fait gérés par mail. C'est-à-dire qu'il y a une boîte mail commune et en fait, les gens s'échangent des mails pour indiquer l'état des transactions et font En fait, faut imaginer, c'est un système de ticketing, par exemple, comme on a dans les services IT. Ben là, ça se fait par mail et c'est pour notamment des workflows beaucoup plus complexes. Workflow, alors peut-être que je vais définir pour les workflows, c'est la série d'étapes qui permet à partir d'une donnée d'entrée d'arriver à une donnée de sortie. Par exemple, donnée d'entrée, une transaction qui n'est pas vérifiée, donnée de sortie, une transaction qui a été vérifiée. Pour être vérifiée, elle a dû suivre un certain nombre d'étapes. En fait, comme c'est géré par mail, et je peux te donner des services, mais il y a des centaines de personnes pour faire ça, c'est très dur de savoir si ça se passe bien ou pas. Parce que tout ça, c'est de l'information qui est non structurée. C'est des emails, c'est du texte, mais ce ne sont pas des choses que tu peux suivre aisément parce que il n'y a pas de système de monitoring évident à mettre en place. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que avec les personnes de ces banques-là, on a travaillé pour bien comprendre quels pouvaient être les indicateurs de qualité de ces workflows. Par exemple, euh, une question qui était posée, c'est on aimerait avoir un suivi des emails qui viennent de la branche de Hong Kong, savoir quel est le temps de traitement des emails qui viennent de Hong Kong. Donc, on a mis en place des classifieurs qui permettent de dire, OK, cet email vient de Hong Kong. Cet email parle d'un margin call, par exemple. Cet email, c'est telle entité sur tel type de produit avec tel type de problème. Donc, en fait, on a entraîné ces classifieurs-là. Et ce qu'on fait maintenant, c'est quand un email arrive, on est capable de taguer en disant ça vient de Hong Kong, c'est tel type de produit, etc. Donc ensuite, comme tu as ton volume d'email qui est tagué avec des tags qui sont fonctionnels, tu peux regarder l'évolution de ces emails-là au cours du temps. Donc tu vois, par exemple, tel email qui a son identifiant unique a été traité en tant de temps. Donc tu es capable ensuite de suivre à travers une approche NLP, et donc une approche d'extraction d'informations non structurées, de savoir ce qui se passe dans un service, alors qu'avant, c'était vraiment une boîte noire, on ne savait pas ce qui se passait. À travers cette petite astuce de passer par les mails justement pour récupérer l'information. Donc ça, c'est c'est un peu plus ancien comme projet, mais maintenant on a un produit quasiment fini dessus. Et donc bah, ça permet, alors pourquoi on fait ça? C'est parce que tu pourrais me dire, mais les banques, elles ont qu'à investir dans un système informatique où les logiciels se parlent et c'est fini. Le problème, c'est que le coût de changer le système informatique est bien plus élevé que d'implémenter une surcouche qui va analyser tes mails et te donner quasiment cette information pour beaucoup moins cher et une implémentation qui est plus simple. Peut-être un dernier projet, si on a le temps, c'est justement sur le business cœur d'Upskill, c'est comment passer, par exemple, Murex 2, de passer de Murex 2 à Murex 3. Donc ça, il faut imaginer, bon, quand tu passes de Windows 9 à Windows 10, admettons, bah, tu cliques sur un bouton, c'est fini. Bon, un Windows, tu as quand même des problèmes, mais on va dire qu'en théorie, ça marche. Mais en fait, Murex, il faut imaginer, passer de Murex 2 à Murex 3, c'est des dizaines de consultants pendant 1 à 2 ans. Et Donc, est-ce que tu pourrais préciser ce que c'est Murex? Parce que je sais pas si ah oui. c'est évident pour Pardon, en tout fait, le monde. oui, Murex, en fait, c'est un logiciel de gestion financière pour les banques d'investissement qui te permet de gérer en fait le cycle de vie de tes transactions et la gestion du risque. Donc, globalement, Murex, c'est ce qui permet, par exemple, aux traders de passer des ordres, admettons. Donc, je ne suis pas du tout un expert Murex, donc je vais dire sûrement des bêtises et simplifier, mais disons que, par exemple, toi, si tu veux coder, tu vas utiliser Python et ton interface avec l'ordinateur, c'est Python, Jupyter Notebook, etc. Bah, pour le trader et les personnes dans les banques d'investissement, leur interface avec la réalité financière, c'est Murex. Ils passent par Murex. Un autre exemple connu, mais ce qui n'est pas du tout le même type de logiciel, mais par exemple, c'est Bloomberg. Les gens qui font du trading connaissent la notion de terminal Bloomberg. En fait, le terminal Bloomberg, ça donne plein d'informations de marché. Donc, c'est des logiciels un peu spécialisés en finance de marché. C'est ça le point. C'est pas du tout quelque chose qui est utilisé en banque de détail comme une banque que nous, on utiliserait, un peu le Crédit Agricole, tout ça. Là, c'est vraiment la banque d'investissement qui fait des opérations sur les marchés. Donc, alors je reprends. Oui, donc maintenant qu'on a défini ce qu'est Murex, bah, c'est des logiciels qui sont extrêmement complexes à installer. Et donc, en fait, il y a un travail, donc ça s'appelle, je ne vais peut-être pas aller trop dans le détail, mais en fait, dans l'installation, il y a plusieurs étapes. Il y a des étapes qui sont automatisables par machine learning. Donc, nous, on ne l'a pas totalement automatisé, mais en fait,
on fournit de l'assistance pour les consultants qui font cette migration-là. Donc en fait, au lieu de faire un process manuel, en gros, le logiciel leur suggère un certain nombre d'actions qui permet d'aller beaucoup plus vite dans l'implémentation des logiciels. Donc on parle d'une accélération en fait, c'est des fois, si c'est bien implémenté, ce genre de choses, tu vas 5 fois plus vite. Donc, D'accord. Ouais. imaginez On pour voit une l'intérêt banque, directement, quoi. c'est très intéressant parce que une banque aussi, c'est aussi un coût pour elle l'implémentation et donc ça peut être une barrière à la mise en place d'un logiciel. Donc, tu baisses tes coûts d'entrée, donc ça permet aussi pour l'éditeur de logiciel et le consultant qui l'implémente d'adresser de nouveaux marchés en fait. Hmm. Ok, ouais, donc c'est vraiment des choses très, très intéressantes, très orientées business. On voit directement du coup le retour sur investissement qu'on peut faire sur ce genre de projet. Ce qui n'est pas toujours évident en machine learning de calculer un retour sur investissement. Là, ce qui est intéressant de ces projets-là, c'est qu'on voit directement ce qu'on peut en faire. Et du coup, ça m'a mis une question, c'est comment du coup trouver ces projets, les organiser pour être efficace, pour répondre efficacement du coup à ces demandes de machine learning. Alors ça, je pense que c'est le problème de tout le monde. Ça, c'est un gros problème parce que le machine learning, bon, c'est un vieux sujet scientifique, mais c'est un jeune sujet business pour pas mal de gens. Donc, je vais te répondre, en fait, finalement, ce que je vais te répondre, c'est mon avis et ce que j'ai vu. Donc, c'est bien sûr pas du tout une vérité générale. Mais donc, dans mon contexte, en fait, mon client est souvent interne. Mon client, c'est d'autres équipes d'upskills, etc. C'est rarement un client externe. Mais la première étape, finalement, se passerait de la même chose avec un client externe. C'est toujours bien comprendre la problématique et le contexte fonctionnel. Souvent, ne pas trop se jeter, parce qu'on aimerait bien, en tant que chercheur et ingénieur, se jeter sur une solution tout de suite. Généralement, le but, c'est surtout de questionner sa propre solution et de poser beaucoup de questions. Poser beaucoup de questions pour bien comprendre ce qui se passe, parce que souvent, tu sais, le problème initialement proposé n'est pas le vrai problème. Ça, c'est notamment un truc que savent très bien les commerciaux, et donc ils posent vraiment beaucoup de questions. Donc là, pour poser beaucoup de questions, écouter, donc ça, c'est un point qui est assez important, et je dirais, tu vois, en fait, opérant dans la finance de marché et n'étant pas moi-même un expert de finance de marché, c'est d'autant plus important, en fait, de bien comprendre le contexte fonctionnel dans lequel on s'inscrit pour pas faire de bêtises. Et ensuite, je dirais, on suit une approche qui est très recherche, en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien compris, on formule le problème, on fait souvent un très rapide état de l'art pour se dire, OK, le problème étant posé, est-ce que l'état de l'art nous permet d'y répondre? Est-ce qu'il y a besoin d'aller plus loin que l'état de l'art? Donc, s'il faut aller plus loin, est-ce que ça va prendre 3 ans ou 3 semaines? Et donc ça peut grandement conditionner le fait qu'on va faire le projet ou pas. Et une fois qu'on a fait cet état de l'art assez rapide, en fait, on formule nos hypothèses de résolution et on fonctionne d'une méthode finalement itérative. En fait, hein. On teste, ça marche pas. Donc, finalement, là, bah, c'est tout ce que tu peux apprendre en thèse en termes de résolution de problèmes complexes. Après, dans le monde plus IT, on appellerait ça bah, une manière de fonctionner qui est agile, en fait, parce que on fonctionne de manière itérative. Le client est avec nous. Donc, souvent, l'idée, c'est pas de fonctionner finalement en sous-marin et de lui montrer la solution à la fin, mais c'est d'avoir des interactions très, très, très très fréquente avec lui. Et en tout cas, dans mon cas, une fois qu'on est arrivé à une solution qui est relativement satisfaisante, nous, en fait, on va pousser notre résultat à l'équipe produit qui, elle, va plutôt s'occuper de la partie mise en production, c'est-à-dire comment elle va l'intégrer dans un logiciel, comment elle va mettre ce genre de choses en prod. C'est pour ça que dans le contexte vraiment d'une équipe de R&D, on fait assez peu de machine learning engineering. Alors, on en fait un peu parce qu'il faut toujours en faire, mais je dirais que le machine learning engineering est fait un petit peu plus tard dans la chaîne de valeur parce qu'elle est faite par l'équipe produit. Mais voilà, globalement, les étapes qu'on suit, je pense qu'il y a pas, il y a un certain nombre de méthodes qui sont formalisées, mais en fait, souvent, ce qu'on remarque, c'est que la plupart des méthodes fonctionnent toujours sur cette notion d'itération, en fait, et même la recherche fonctionne comme ça. Je pense que c'est le point central vraiment pour résoudre rapidement le problème, c'est de fonctionner de manière itérative avec le client, interne ou externe, dans la boucle le plus souvent possible. D'accord. Et du coup, pour réaliser toutes ces étapes, du coup, ces projets en parallèle, de combien de personnes est composée ton équipe actuellement? Alors, bah, actuellement, il y a moi-même plus 3 chercheurs permanents. Plus, on va dire, de manière générale, 2 stagiaires. Donc, ça peut, bien sûr, les stagiaires, forcément, il y a du turnover, mais donc ça nous fait, si on me compte, ça fait 2 stagiaires plus 3 plus. Donc, ça fait 6. On est 6, en gros, on va dire, en moyenne, pour faire ces projets de recherche, hein. Je pense juste parce qu'il y a d'autres personnes sur l'aspect produit et conseil, hein, mais on est 6, en tout cas, en R&D à peu près temps plein. D'accord. Et du coup, c'est quoi un peu votre stack, vos outils que vous utilisez? Alors nous, c'est assez classique en fait. C'est du Python en fait avec les librairies un peu standards. Si on va vraiment à la base, NumPy, Panda, etc. Après, ben, tout ce qui est PyTorch pour le deep learning, scikit-learn sur du machine learning assez, on va dire, plutôt traditionnel.
Donc ça, c'est la stack normale. Ensuite, on travaille soit sur Windows, soit sur Linux, hein, ça dépend un peu de ce que les personnes veulent faire. Mais il n'y a pas beaucoup plus de choses au niveau de la stack technique liées au fait qu'on fait de la R&D et qu'on a beaucoup moins besoin d'utiliser des outils spécifiques à IT ou machine learning engineering. Aussi, l'autre point, c'est que nous, notre défi, c'est pas du tout le big data, c'est plutôt le small data. C'est comment créer des modèles avec très très peu de données en entrée. Notamment, il y a des stratégies, hein. Un truc que moi j'aime beaucoup, c'est finalement l'utilisation de données simulées ou de modèles génératifs, par exemple, pour dépasser un peu ce type de contraintes. Donc c'est intéressant parce que tu pourrais me dire, oui, mais dans la finance, il y a beaucoup de données. Alors, il y a effectivement beaucoup de données dans la finance. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de données chez les banques. Donc, si je travaille dans une banque, j'aurais sûrement accès à beaucoup plus de données que là, finalement, étant dans une société de conseil. Mais l'avantage aussi, c'est que ça nous force à avoir des approches assez frugales en termes de données. Donc, on a aussi peu de problèmes, on va dire, de gestion d'infrastructures de données, etc. Nous, ça reste relativement simple dans la stack technique. Cette partie IT, c'est pas vraiment IT, mais la partie big data n'est pas extrêmement prononcée dans notre cas. Mais la partie vraiment plutôt modèle est assez prononcée. Et du coup, vos serveurs, ils sont plutôt en interne ou dans un cloud? Ben, un peu des deux, ça dépend. On va dire, des fois, on peut faire des choses sur nos ordinateurs personnels, mais bon, en deep learning, ça devient très vite limitant. Donc ensuite, bah, nous, on utilise des prestataires de cloud en fait pour avoir les machines et les cartes graphiques qui vont bien. Euh, Là, il n'y a vraiment pas il y a pas de secret. On va chercher les ressources là où elles sont en fait. D'accord. Du coup, on a vu un peu ton équipe. Donc, ton rôle, on en a parlé avant, c'est d'agrandir l'équipe. Pour toi, c'est quoi un peu les qualités que tu cherches chez un data scientist que tu essayes de recruter pour faire un travail du coup de data scientist, mais en intégrant ce côté un peu du coup recherche développement pour avoir des résolutions de méthodes complexes, etc. Bah, c'est une très bonne question en fait. Donc dans notre contexte, en fait, les qualités sur lesquelles nous on a vraiment mis l'accent dans les recrutements, la première, tu l'as mentionné, c'est la capacité à résoudre des problèmes complexes. Le fait bah, de comprendre qu'il n'y a pas peut-être une seule solution, mais d'être capable de naviguer cette complexité et d'arriver finalement à avoir un peu le flair du chercheur de là où il faut aller pour résoudre le problème. Ensuite, l'autre qualité qu'on regarde fortement, c'est la curiosité, qui est très importante pour un chercheur parce que je pourrais te citer plein d'anecdotes de découvertes scientifiques qui ont eu lieu par hasard, hein, la sérendipité, découverte de la radioactivité par Becquerel, etc. Donc, tout ce genre de cas, tout est lié à la curiosité. Donc, nous, on a vraiment besoin d'avoir que les personnes qui travaillent chez nous soient curieuses. Ensuite, l'autonomie. Et l'autonomie, c'est plutôt lié à l'aspect PME. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin que les gens ne soient des chercheurs, mais soient aussi des chefs de projet, dans le sens où ils vont gérer leur projet. Tout comme un docteur a géré sa thèse comme un projet. Donc ça, c'est très important que les gens soient autonomes et soient capables de prendre des initiatives. Ensuite, bien sûr, on recherche l'excellence technique, mais qui ne recherche pas l'excellence technique? Donc ça, voilà, je le dis parce que voilà, on en a besoin, mais ça, c'est nécessaire, mais malheureusement pas suffisant. Ensuite, peut-être là, dans mon petit côté un peu à l'ancienne, mais moi, j'aime bien les personnes qui ont envie de rester longtemps dans l'entreprise. Donc, bien sûr, en 2021, on va pas, enfin, rester 30 ans, c'est un peu compliqué, mais souvent, ça vient surtout de l'expérience de recherche qui est que et tu le sais toi-même, Morgan, c'est qu'une thèse, ça dure 3 ans et c'est pas par hasard. C'est qu'il faut du temps pour faire quelque chose de significatif. Donc, en un an, on ne peut pas faire vraiment grand-chose d'extrêmement significatif dans une entreprise ou même scientifiquement. Donc, quelqu'un qui a envie de rester sur la durée, et bien sûr, bah, c'est aussi à nous, en tant que manager, de faire que les gens restent sur la durée, c'est un critère qui est en fait assez important pour qu'on puisse vraiment capitaliser sur cette personne, notamment sur des profils de recherche, parce que créer un expert, c'est très long. Donc, on ne veut surtout pas perdre l'investissement qu'on a fait sur ces personnes-là, qui est un investissement sur du long terme. Et petite dernière qualité, qui est une qualité importante, c'est aussi de ne pas trop faire d'histoire. Alors ça, c'est un truc, c'est comment dire, c'est souvent ce que je dis, c'est qu'en fait, moins on entend parler de nous, mieux c'est. Sauf si on entend parler en bien. C'est aussi que dans une équipe, il suffit d'une personne, souvent, pour mettre une mauvaise ambiance et casser toute dynamique qui est difficile à mettre en œuvre. Donc en fait, quand je dis ne pas faire d'histoire, c'est finalement disant que ça va bien travailler en équipe
qui savent s'accommoder des caractères qui sont naturellement assez différents et relativement ouverts d'esprit sur ce que font les personnes. Parce que sur une bonne équipe, c'est très dur à monter, mais je pense que c'est très facile à détruire. Donc ça, on fait très attention à ce qu'il y ait des bonnes synergies et que les gens s'entendent très bien pour conserver l'élan qu'on a pu prendre. Ok. Du coup, tu manages cette équipe qui se trouve à Paris. Pourtant, tu habites dans le nord de la France. Comment ça se déroule le management de cette équipe à distance? Est-ce que c'est pas trop compliqué de travailler la plupart du temps à distance et de travailler assez loin de cette équipe? Alors, il y a plusieurs. Donc, il y a le contexte avant Covid et le contexte après Covid. Donc, je vais te raconter le contexte avant Covid et tu vois, le Covid, ça ne fait qu'amplifier la chose. Donc, en fait, le contexte avant Covid, c'est que moi, j'habite à Lille parce qu'en fait, très simplement, moi, j'ai ma famille qui est dans le coin, donc j'avais envie d'être dans ce coin-là. Mais en fait, finalement, Upskills a décidé de créer la. Donc, étant à Singapour, le choix n'était pas Lille, c'était plutôt Paris, ce qui était assez normal. Donc, nous, les personnes qui travaillent avec nous sont à Paris. Donc, moi, en bon navetteur, comme on dirait en Belgique, je prenais le TGV. Donc, je l'ai en fait peut-être 4-5 fois sur Paris. Et puis, nos locaux sont en fait assez bien placés. Ils sont place de la Bourse. Donc, c'est assez facile. Donc, je dirais que déjà, ça se fait bien, on va dire, le fait de travailler à Paris et vivre à Lille, pourvu que tu habites pas loin de la gare et que le travail soit pas loin de la gare du Nord. Donc, à l'époque, en fait, on avait déjà une notion de management à distance parce qu'on travaille quand même avec Singapour. Donc, on a le décalage horaire plus la distance. Donc, le truc qui aide, c'est les outils numériques, hein. Ça, c'est très bête, mais avoir déjà Teams, tout ça. Mais il y a d'autres outils aussi, hein. Notamment, on utilise, déjà forcément pour le code, GitHub, Bitbucket, ce genre de choses. On a notamment Jira pour tout ce qui est gestion de projets agiles. Donc, Jira, c'est un outil qui est fait par Atlassian. Et en fait, si tu connais les méthodes de gestion de projet, tu as la méthode Kanban, la méthode Scrum. En fait, c'est des logiciels qui permettent de mettre en œuvre ces méthodologies-là. Donc il y a Jira. Et ensuite, au niveau de la base de connaissances, nous, on utilise Confluence, qui est une sorte de wiki un petit peu amélioré, qui est aussi un produit Atlassian. Ça, je trouve que c'est très efficace. Et justement, quand on travaille à distance, il y a un point qui est très important, c'est qu'il faut privilégier la communication écrite à la communication orale. Parce que ce que tu peux faire dans un open space en 2 minutes, hey, salut, tu as vu ça, etc. En fait, dès que tu es à distance, c'est un appel, c'est une réunion, c'est des gens qui doivent se préparer. Et même si on peut s'appeler, c'est pas forcément évident. Donc en fait, on a besoin de capitaliser beaucoup plus à l'écrit pour faire que ça fonctionne à distance. Et donc maintenant, avec la situation Covid, maintenant c'est full télétravail. Aussi simplement parce que les autorités recommandent de faire du télétravail si on peut. Donc nous, on a respecté ça. Par contre, étonnamment, donc nous, ça s'est très bien passé parce qu'on était déjà habitué à travailler à distance. Donc la difficulté, c'était plutôt le confinement, etc. Mais la difficulté, je pense que tout le monde a eu. Mais ça a amplifié cet aspect à distance. Mais globalement, on s'en sort bien parce qu'on a fait des petits team building quand même quand on a pu à l'époque et qu'on a trouvé finalement une manière de fonctionner, une culture en fait dans l'équipe qui est relativement compatible au fait de travailler à distance à travers tu vois, un certain nombre de rituels, tu vois, dans les réunions qui reviennent à chaque fois, la communication écrite, le fait qu'on utilise bien les outils de gestion de code, etc. Donc, ça fait qu'on y arrive assez bien. Et si tu connais peut-être cet exemple-là, il y a une entreprise qui s'appelle Basecamp et l'entreprise s'appelait 31 Signals. En fait, les fondateurs de l'entreprise ont écrit le bouquin qui s'appelle Rework, qui explique justement comment tu gères une équipe à distance. Bon, ils expliquent d'autres choses aussi, mais et notamment, finalement, moi, c'était un peu une de mes inspirations aussi dans la gestion à distance. Peut-être si tu veux d'autres recommandations sur ça, il y a un bouquin qui s'appelle, c'est le bouquin de l'ancien DRH de Google. Ça s'appelle Work Rules, donc work et enfin règles de travail en français. Très intéressant aussi sur la manière de gérer des équipes en mode quand même un peu moderne, quoi. C'est-à-dire sans s'inspirer des méthodes de Fordiste ou Tayloriste. Tu vois, en passant l'an 2000, quoi, en termes de management. Donc ça, c'est des bouquins qui m'ont pas mal inspiré et qui servent aujourd'hui à faire que on a une organisation qui fonctionne quand même plutôt pas mal, même à distance. Et après, je me dis aussi que pour des choses au niveau qui touchent à la résolution de problèmes complexes, il y a aussi pas mal de temps où on doit être finalement focus sur le problème, d'avoir du travail en profondeur. Et donc, c'est vrai que finalement, d'avoir aussi cette façon de ne pas être en open space, avoir aussi du temps pour bien analyser un problème, se mettre dans le problème aussi, c'est du temps qui est. C'est aussi un environnement qui est aussi propice à ce genre de choses-là.
Le plus gros problème, finalement, c'est plus la communication, faire en sorte que pas des personnes qui restent isolées, qu'ils ont un environnement de travail sain chez eux, des choses comme ça. Ok. Du coup, c'était vachement intéressant. On arrive vers la fin du coup de l'interview. J'ai 4 questions un peu plus générales que je pose à chaque fin d'interview. Du coup, une première, c'est quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aimerait devenir data scientist? Alors oui, c'est une bonne question ça. Alors quel conseil on pourrait donner? Bon, le premier conseil, c'est que c'est un métier passionnant. Donc, le premier conseil, c'est passionnant. Donc, s'il y a effectivement un intérêt, il faut creuser et cultiver cet intérêt. Le deuxième conseil, ce serait, ben, il ne faut pas non plus sous-estimer la marche à gravir, parce que c'est pas évident, mais aussi il faut voir que il y a data scientist, mais il n'y a pas que data scientist, il y a data analyst, data engineer, etc. Donc, il y a une très grande diversité de métiers. Et on peut faire par stade aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui viendrait de l'IT peut en fait assez facilement faire data engineer puis passer data scientist. Quelqu'un, peut-être plus avec un profil comme le mien, de quelqu'un qui a fait de la R&D, donc plutôt des maths, mais pas beaucoup forcément d'infos à la base, on peut passer data scientist assez facilement et ensuite s'orienter vers le data engineering. Donc c'est choisir le chemin de moindre résistance en fait, pas se mettre des difficultés, ne pas sous-estimer la marche, mais en même temps choisir le chemin qui va bien et qui est cohérent avec ses compétences. Et le troisième conseil, c'est qu'en fait, dans data science, alors ça, c'est peut-être mon petit coup de gueule personnel, mais je trouve qu'on entend beaucoup parler de data, mais pas beaucoup de science. Et il y a un peu quelque chose dans la data science qui vient, je pense, pas mal de l'informatique, qui est un peu le fétichisme des outils. C'est-à-dire que ça se voit sur les CV, par exemple, j'ai utilisé tel outil, tel outil, tel outil, tel outil. Et en fait, on a une surfocalisation, de mon point de vue, sur les outils et pas sur les problèmes sous-jacents. Donc, mon conseil, ce serait, pour quelqu'un qui est dans la data science, c'est les outils, il faut les maîtriser, c'est normal, c'est important de les maîtriser, mais ce n'est pas c'est pas une fin en soi, l'outil, c'est vraiment plutôt la résolution de problèmes et l'aspect science qu'il y a derrière, qui est là où en fait la valeur est créée, mais pas dans l'utilisation de certains outils particuliers. Je suis assez d'accord avec toi sur ces choses-là. Et quand je donne des cours, c'est plutôt dans ce sens-là. Que les outils, c'est un outil. On va lui donner quelque chose, ça va toujours te sortir un résultat, qu'il soit bon ou pas. Mais si tu as un problème de méthode, un problème finalement de logique, tu auras toujours un bon résultat. Mais en fait, ce que tu as fait n'a aucun sens. Du coup, il faut bien comprendre ce qui se passe derrière l'outil pour que ce soit efficace. Et en plus de ça, quelque chose que m'avait dit un de mes profs quand j'étais en école d'ingénieur, c'était que en fait, on s'en fout un peu de l'outil parce que l'outil, ça évolue dans le temps. Et si toi, tu veux évoluer dans le temps, il vaut mieux comprendre la méthode que les outils. Enfin, vaut mieux maîtriser la méthode que les outils parce que si tu maîtrises les méthodes, tu peux t'adapter à n'importe quel outil. Si tu t'adaptes à un outil, il suffit que l'outil soit dépassé et t'es dépassé. Donc, Vraiment d'accord avec toi. c'est quelque chose que je suis assez d'accord avec ça. Est-ce que tu as un livre sur le domaine que tu conseilles souvent ou même un livre en général? Alors, livre en général, j'en avais beaucoup à conseiller, mais sur le domaine spécifique du machine learning, moi, il y en a un que j'aime bien, je pense que personne ne cite, mais que je trouve vraiment très intéressant. C'est un livre qui s'appelle Apprentissage statistique de Gérard Dreyfus. Donc en fait, pourquoi c'était mon prof, hein, ce machine learning. Mais en tout cas, je le trouve très bien écrit. Moi, ça m'a permis de bien comprendre. Ça reprend extrêmement bien les bases et c'est très très clair. Donc moi, je trouvais que c'était un excellent livre. Il y a plein d'idées intéressantes qui sont pas du tout classiques dedans. Donc moi, je le recommande à quelqu'un qui, ayant une petite expérience en machine learning, veut un peu consolider les choses. Ce bouquin-là, c'est très rigoureux, très bien écrit, mais en même temps très accessible. D'accord. Est-ce qu'il y a une citation, un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Ça, ouais. Alors celle-là, ouais. Alors ça, ma citation, c'est tout objectif flou mène à une connerie très claire. Ouais, c'est Voilà. c'est vrai que on voit l'idée est assez explicite. J'ai remarqué avec l'expérience que généralement, si on respectait pas ça, enfin la connerie était effectivement très clairement identifiée après avoir commencé quelque chose de flou, hein. Donc c'est après bien sûr, on peut y trouver plein de limites, mais je trouve que celui-là, je peux l'utiliser dans de très nombreuses circonstances et avoir néanmoins raison dans beaucoup de cas. D'accord. Et est-ce que tu as un dernier mot ou un message à faire passer? C'est une bonne question. Mais en fait, je dirais en fait c'est important que les gens justement s'intéressent à la data science, je dirais même à la science en particulier, à la technologie, parce que en fait il y a plein de problèmes dans ce domaine. Par exemple, il n'y a pas de parité homme-femme. Par exemple, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans le domaine de la technologie. Il y a finalement
peu de gens qui deviennent ingénieurs, qui font des doctorats, etc. Ça, je pense que c'est un problème en fait pour la France et pour l'Europe, parce qu'on voit qu'on a tendance parfois à se faire dépasser par d'autres pays, la Chine et les États-Unis, qui ont des budgets aussi autres. Mais je pense que c'est important aussi que les gens finalement ne voient pas ça comme des carrières difficiles ou peu intéressantes, hein. On peut même dire l'industrie, c'est on peut voir ça comme un domaine qui n'est pas très sexy, mais en fait c'est c'est tout à fait passionnant l'industrie. Donc, mon message, ce serait pour les gens qui hésitent, en fait, d'aller dans les disciplines scientifiques. Je pense qu'il y a des vraies perspectives de carrière, il y a des besoins économiques, des besoins sociétaux qui font que c'est assez important que des gens embrassent ces carrières-là. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien, enfin, j'aimerais que ça se développe encore plus en France, alors qu'on a déjà une excellence de recherche dans le domaine. On a aussi une excellence maintenant entrepreneuriale pour les startups, etc. Et il faut pas perdre cet élan-là qui est quand même important pour des enjeux de souveraineté technologique, pour des enjeux, on va dire même d'autonomie, d'autonomie technologique. Ok, bah c'est un bon message que je partage aussi, hein. Je pense que de faire rayonner, de faire de beaucoup mieux comprendre ce que c'est que du coup que des technologies, la recherche, etc., ça peut permettre des fois de faire des fois moins peur à des personnes parce que c'est vrai que quand on comprend pas toutes ces choses-là, des fois ça peut faire peur, surtout au vu de l'intelligence artificielle, quand on parle d'intelligence artificielle à la majorité des gens, c'est vrai que ça peut faire peur de premier abord. Et je pense que n'importe quelle technologie, finalement, peut faire peur quand on en parle. Rien qu'à voir les nouvelles technologies de vaccins avec modification d'ARN ou même la 5G ou des choses comme ça. Dès qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, c'est vrai que ça peut faire peur, en fait. Donc le fait est que de plus en plus de personnes du coup se lancent dans ça et se lancent après, je pense aussi c'est intéressant, c'est dans des démarches aussi de vulgarisation de ce qu'ils font pour que le plus grand monde puisse en profiter. Parce que moi j'ai une phrase que j'aime beaucoup ici, c'est que le savoir, c'est plus on le partage, plus on en a. Et du coup c'est quelque chose que j'aime beaucoup, du coup faire partager ces choses-là. Du coup je suis assez d'accord avec ton message. Du coup, merci Aurélien, merci d'avoir pu du coup partager toutes ces choses avec moi et puis avec les personnes qui nous écoutent. Je pense que ça va aider pas mal de personnes qui se posent des questions, qui ont envie d'en apprendre plus finalement sur le domaine de la data en général, d'avoir plus un peu un point de vue même fonctionnel, comment ça se passe au niveau des projets, finalement ça se gère, comment on peut, le parcours qu'on peut faire finalement pour gérer des projets. Je pense que ça répond à pas mal de questions. Et donc, je te remercie beaucoup d'être venu. Merci beaucoup Morgane. Et donc j'espère que ça intéressera aussi comment on pourrait appeler ça, les visionneurs, je sais pas comment on pourrait dire, les auditeurs YouTube. D'accord. Merci Morgane. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que l'interview vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le domaine de la data. Ciao!